De recevoir sur ce plateau Madame l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Son Excellence Francesca Di Mauro. Avec notre invité, nous parlerons naturellement de cet outil d'intégration européenne qui est l'Union européenne et naturellement aussi des relations que tisse l'Union européenne avec la Côte d'Ivoire en termes de coopération. Excellence, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et merci beaucoup de l'invitation. Merci infiniment de répondre à cette invitation, madame. Et nous savons que vous êtes très occupée, mais vous avez eu le temps de nous accorder cette interview. Nous vous en sommes très reconnaissants. Comme vous le constatez sur le plateau, je ne serai pas seul à conduire ces échanges. Je suis donc avec deux visages très connus de la chaîne. Ivan Segui. Excellence, bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue à Lumière du Monde Télévision. Merci. Bonjour Prisca. Bonjour Colbert, bonjour Excellence et Aquaba. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc cette équipe qui va piloter ces 52 minutes de télévision avec vous. Mais bien avant, nous allons respecter la tradition, celle de faire connaissance avec votre biographie. Et c'est Segui Ivan qui s'en occupe. Son Excellence, Madame Francesca Di Mauro, de nationalité italienne, est née à Yaoundé, au Cameroun. Mariée et mère de 3 enfants, Francesca Di Mauro a passé une partie de son enfance en Côte d'Ivoire. Après un master en études économiques européennes au Collège d'Europe à Bruges, en Belgique, elle a soutenu en 2003 une thèse de doctorat en sciences économiques à l'Université libre de Bruxelles. Ayant intégré les institutions européennes en 2001, Son Excellence Madame Francesca Di Mauro a assuré en 2006 la responsabilité de chef de section économique à la délégation de l'Union européenne en Zambie, puis à partir de 2011 à la délégation au Mozambique. De retour au siège en 2015 auprès de la Direction générale de la Commission européenne, Francesca Di Mauro y a dirigé l'unité en charge de l'Afrique centrale et par intérim la direction de l'Afrique centrale et australe, puis de janvier 2021 à août 2022, l'unité responsable de l'Afrique de l'Ouest, tout en assurant la fonction de directrice adjointe Afrique. Depuis septembre 2022, elle est l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, voici présentée l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Son Excellence Madame Francesca Di Mauro. Excellence, nous venons donc de parcourir votre biographie. Un additif, quelque chose à dire? Ou ça Oui. vous convient? Non, mais c'est parfait. Et en effet, j'ai passé en fait une grande partie de mon enfance en Afrique, dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Et j'ai évidemment de merveilleux souvenirs de cette période. J'étais au lycée Mermoz. Et maintenant que mon fils est là avec nous, il est aussi au lycée Mermoz. Donc oui, c'est très émouvant pour moi de revenir en Côte d'Ivoire. Et j'ai en tout cas l'Afrique dans mon cœur. Alors, Excellence, quand elle parcourait votre biographie, vous êtes né au Cameroun, vous venez à l'instant de le dire, grandi en Côte d'Ivoire, oui, vous avez fréquenté, vous connaissez plusieurs nations africaines, la Zambie, le Mozambique et d'autres pays de l'Afrique centrale. Vous avez, j'allais dire, un capital de vie en Afrique, vous connaissez la chaleur africaine, vous connaissez également le soleil tropical africain. Est-ce qu'on pourrait s'aventurer à vous définir comme une Africaine à la peau blanche? Je pense en effet oui. D'abord, je pense que toute l'humanité est africaine puisque l'Afrique est l'origine de toute l'humanité. Mais okay, moi, j'ai vraiment en tout cas dans mon cœur, l'Afrique a une place très chère. Et en effet, comme je disais, j'ai grandi en Afrique, j'ai de merveilleux souvenirs. Et aussi maintenant, je travaille sur l'Afrique déjà depuis très longtemps puisque depuis le début de mon parcours professionnel, je me suis attelée à entretenir des relations et à m'occuper en fait des relations de coopération avec plusieurs pays africains que j'ai visités en fait sur les 54 pays, j'en ai visité 27. Voilà. Soit j'y ai vécu ou bien je les ai visités pour des raisons professionnelles. Voilà. Alors, Excellence, sur cette base, on peut s'amuser à vous demander que pensez-vous très sincèrement du continent africain? Oui. Alors, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas du tout parler d'un continent africain comme d'un bloc, puisque l'Afrique est extrêmement diverse. Il y a, comme je disais, 54 pays, et même dans chaque pays, il y a énormément de diversité. Donc, un des mots qui me vient à l'esprit, c'est la richesse culturelle.
la richesse vraiment des ethnies, des populations, de leurs croyances, de leurs coutumes. Et ça, je pense, ça fait vraiment la force de l'Afrique. Et puis, je dirais aussi, c'est le dynamisme et le potentiel énorme en termes de développement économique et social de l'Afrique, avec cette jeunesse qui est, dans la plupart des pays africains, en fait, constitue la majeure partie de la population. Donc, potentiel, richesse et diversité culturelle qui font vraiment la force de ce continent. Alors, Excellence, vous êtes la première représentante de l'Union européenne, première pas en termes historiques, mais en termes de responsabilité diplomatique. Que pourrions-nous retenir donc de l'Union européenne? Comment la présentez-vous? Oui, donc c'est vrai que donc l'Union européenne, pour l'expliquer, disons, à vos spectateurs et en général, on peut vraiment définir ça comme une organisation politique et économique qui est constituée pour le moment de 27 États membres, donc qui sont tous en Europe, et qui sont liés par des liens économiques, comme je le disais, très forts, donc en termes de marché unique, en termes d'union douanière, mais aussi politiquement, il y a toutes des institutions qui font qu'il y a un dialogue très poussé et très intense autour de questions internationales et de politique aussi intérieure. Donc, il y a les institutions de base, c'est la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen. Alors, la Commission européenne, elle a, disons, le droit d'initiative. C'est elle qui va proposer des nouvelles réglementations et lois européennes qui vont après entrer en vigueur directement dans les États membres. Et ces lois, elles vont être débattues par le Conseil, donc qui sont les représentants des États membres, donc des États qui font partie de l'Union européenne, et le Parlement européen, qui est le représentant des citoyens. Donc c'est très important cette année 2024, du 6 au 9 juin, nous aurons les élections justement au Parlement européen qui va renouveler tous les parlementaires, mais aussi le leadership de la Commission européenne. On aura un nouveau président, une nouvelle présidente, et tous les commissaires qui sont un peu comme les ministres, donc les 27 commissaires de la Commission européenne vont être renouvelés. Et voilà, ils représentent aussi, ils sont nommés par leur État membre. Nous avons évidemment aussi la Cour européenne de justice, la Banque européenne d'investissement, et toute cette organisation, elle a vraiment une personnalité juridique qui est un peu supranationale, et donc qui peut aussi signer des traités, être membre de certaines organisations internationales. Donc c'est vraiment une organisation à part, ad hoc. Mais peut-être juste pour vos téléspectateurs, savoir que cette personnalité juridique lui a permis, par exemple, de recevoir le prix Nobel. Donc en 2012, l'Union européenne a reçu le prix Nobel pour la paix. Je pense que c'est important de le savoir pour tout ce qu'elle a fait pour la paix en Europe. Et on pourra y revenir. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un outil d'intégration réussi aujourd'hui? Moi, je dirais absolument. C'est un continent, un espace en fait, où les 4 libertés sont garanties, c'est-à-dire que les biens peuvent circuler librement, les capitaux, mais aussi les personnes peuvent s'établir et travailler dans tous les pays européens, étudier, travailler, et aussi la liberté de service. Donc, on peut s'établir avec des entreprises sans problème dans tous les pays. Et comme je disais, l'intégration politique, elle avance aussi, avec aussi une politique étrangère commune qui avance. Excellence, cela dure aujourd'hui 4 ans que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Cette sortie avait un an, le Brexit. C'était, pour rappel, le 31 janvier 2020. Comment se présentent aujourd'hui les échanges avec le Royaume-Uni? Oui, donc en effet, le Royaume-Uni était entré en 1973 dans l'Union européenne, et c'est vrai que donc c'est suite à un référendum donc en 2016. Donc c'est la population britannique qui a décidé. Donc c'est un choix démocratique qui a été fait de quitter l'Union européenne. C'était évidemment, je pense, reconnu par tous, un moment douloureux de l'Union européenne quand un membre vous quitte. C'est toujours douloureux, et donc depuis lors, donc la sortie 31 janvier 2020, et après ça, il y a eu des accords justement pour que ce retrait soit fait le moins, de façon avec l'impact le moins négatif possible pour les entreprises, pour les citoyens, pour garantir les droits de citoyens. Donc il y a eu un accord de transition, et depuis 2021, il y a aussi un accord en fait de commerce. Qui donne donc le libre accès, disons, des biens
des deux côtés libres de droits de douane, mais évidemment, nous avons réintroduit la frontière. Donc, on avait éliminé toutes les frontières, mais là, nous les avons réintroduites. Mais je dirais qu'en ce moment, les relations donc sont redevenues apaisées. Et nous avons aussi ouvert une délégation de l'Union européenne à Londres, évidemment qui est nouveau, et avec un ambassadeur de l'Union européenne à Londres, puisque avant il n'y avait pas besoin, ce n'était pas un État tiers. Mais les relations sont évidemment apaisées, et nous avons évidemment du point de vue international une très forte alliance avec le Royaume-Uni. Excellence, nous allons parler coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Alors, l'Union européenne capitalise 63 années d'exercice. Quel bilan faites-vous de cette coopération avec l'Afrique? Oui, donc là, vous parlez de la coopération générale Union européenne-Afrique. Alors, depuis justement 1963, nous avons donc signé différents accords entre l'Union européenne, qui à l'époque s'appelait autrement, donc la Communauté européenne. Je parle du traité, la Convention de Yaoundé, qui après s'est transformée en Convention de Lomé en 1975. Et c'était avec toutes les pays, les ex-colonies des pays d'Europe qui avaient des colonies pour entretenir des relations commerciales. Donc là aussi avec une réduction et en fait une élimination des droits de douane pour les biens produits dans les ex-colonies pour qu'elles puissent entrer dans le marché européen, mais aussi des accords qui octroyaient des aides au développement à toutes ces ex-colonies. Et donc ce sont le fameux groupe des ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, et nous sommes passés par plusieurs traités jusqu'au dernier, qui est le traité de Cotonou, qui était valable 20 ans, et nous avons initié des négociations pour un nouvel accord, et nous sommes maintenant sous l'accord de Samoa. Ça s'appelle donc, c'est une île dans le Pacifique où ça a été signé, et il est entré en vigueur il n'y a pas longtemps, et donc c'est avec 71 pays que nous avons, et les États membres de l'Union européenne, que nous avons ces accords qui sont des accords vraiment de partenariat qui ont évolué dans le temps. Et donc, on ne parle plus seulement d'aide au développement. Justement, ça a été délié, cette partie-là, mais c'est vraiment un dialogue de partenariat sur toute une série de sujets qui fait que nous voulons évidemment développer un partenariat fort, gagnant-gagnant avec les pays d'Afrique. Et en dernière date, c'était le sommet Union européenne-Union africaine de février 2022 qui a eu lieu avec une présence de presque tous les chefs d'État des deux côtés qui sont réunis à Bruxelles et qui ont pris plusieurs décisions, même en termes d'investissement, d'offres d'investissement pour l'Afrique. Excellence Francesca Di Mauro, vous êtes ambassadrice de l'Union européenne près la Côte d'Ivoire depuis septembre 2022, donc 2 ans que vous êtes à Abidjan. Comment se porte la coopération Abidjan et Bruxelles maintenant? Oui. Alors, on parle vraiment plus amplement de partenariat parce que notre partenariat est très ample et multiforme. Donc, il y a un volet politique avec un dialogue régulier avec les autorités en format équipe Europe. Vous entendrez ce mot. Donc, avec tous les autres ambassadeurs des États membres, on a un dialogue avec le ministre des Affaires étrangères et ses autres ministres, dans lequel, une fois par an, nous discutons de tous les sujets de politique intérieure, de droits de l'homme, de valeurs partagées, mais aussi de développement durable et de commerce et d'investissement. Nous avons évidemment aussi un volet commercial, justement, puisqu'il y a un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, qui fait que, à nouveau, les biens ivoiriens rentrent dans le marché européen sans frais de douane, et progressivement, les biens européens vont entrer dans le marché ivoirien, mais progressivement sans frais de douane. Et là, on vient d'avoir un 3e démantèlement tarifaire. Donc, volet commercial, investissement. Il faut savoir que l'Union européenne et ses États membres, c'est le premier investisseur et le premier bailleur et le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Et puis, évidemment, partenariat plus de coopération en développement, dans lequel nous sommes présentes sur 3 thématiques essentiellement, et nous allons sûrement les développer. Une, c'est le capital humain, donc développer la formation professionnelle, notamment pour les jeunes, pour leur donner des perspectives d'emploi. Il y a aussi tout le volet lié à la durabilité, donc des chaînes de valeur agricoles durables, respectueuses de l'environnement. Là, nous parlons beaucoup de cacao, mais pas seulement, il y a aussi des autres chaînes de valeur. L'énergie renouvelable. Et puis, paix et stabilité, tous les efforts que la Côte d'Ivoire fait contre, disons, les menaces contre le terrorisme au nord du pays. Et nous appuyons la Côte d'Ivoire dans cette approche intégrée
sécuritaire, mais aussi socio-économique. Excellence, plusieurs pays européens sont accrédités en Côte d'Ivoire. Comment marque-t-on la différence entre ces entités diplomatiques et l'Union européenne dans la coopération avec la Côte d'Ivoire? Oui. Alors, en tant que, disons, Union européenne, nous avons vraiment un peu accès à toute la panoplie de nos instruments. Bon, nous avons quand même un grand programme de développement. Sur les 4 dernières années, nous avons un programme de 228 millions d'euros. D'autres États membres ont aussi une empreinte très forte, comme la France, est aussi extrêmement présente dans la coopération au développement. D'autres États membres un peu moins. Mais il y a toujours en fait ces aspects de commerce et investissement que nous faisons tout à fait ensemble. Donc l'Union européenne, elle a le lead pour, disons, négocier les accords. Mais après, évidemment, ce sont les entreprises de tous les autres pays, donc les autres ambassades qui en bénéficient. Donc nous sommes en dialogue permanent, évidemment, avec les autres ambassades. Nous travaillons beaucoup en format équipe Europe. Nous montrons disons, à la population tout ce que nous faisons ensemble ici en Côte d'Ivoire. Et évidemment, disons un peu la différence pour l'Union européenne, c'est que nous n'allons jamais, disons, prendre parti pour un ou un autre pays. Nous sommes, disons, plus neutres. Nous sommes ici pour préserver, en fait, les intérêts de tous les Européens, mais aussi du partenariat avec les Ivoiriens au bénéfice de la population ivoirienne. Alors, Excellence, nous parlons à présent climat, une question très d'actualité aujourd'hui. Dans sa politique de coopération avec la Côte d'Ivoire, l'Union européenne s'engage à soutenir le gouvernement ivoirien sur la voie d'un développement durable et inclusif à travers l'initiative Global Gateway. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative et comment est-elle orientée en Côte d'Ivoire? Oui, alors justement, le Global Gateway, qui est difficilement traduisible en français, c'est vraiment l'offre européenne durable des investissements qui ont un impact justement durable en termes économiques, sociaux et environnementaux. L'idée, c'est de construire par exemple des infrastructures, donc dans les domaines du transport, de l'énergie, du numérique, mais de manière, donc en respectant les standards environnementaux. On va jamais construire une route, disons, et détruire une forêt où nous allons prendre des mesures, voilà, qui vont mitiger cet impact. Nous allons toujours respecter les droits, par exemple, des travailleurs. Nous allons opérer avec des standards très élevés, donc pour avoir des travaux décents, même quand nous faisons ces investissements. Voilà, il y a aussi dans l'énergie renouvelable. Nous sommes beaucoup dans l'énergie renouvelable parce que nous considérons évidemment que la transition énergétique et le climat, c'est une affaire de tout le monde. C'est tout le monde qui doit avoir un impact. Donc le Global Gateway, c'est tout ça. Il y a aussi un volet éducation, formation professionnelle de la jeunesse. Et disons que comme valeur sous-jacente, il y a la bonne gouvernance, la transparence et voilà le respect des droits humains. Le Global Gateway, au niveau global, ce sont 300 milliards d'euros qui sont mis à disposition des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Pour l'Afrique, c'est 150 milliards. Donc la moitié de ces 300 milliards vont pour l'Afrique. Et c'est vraiment une combinaison de nos fonds, les fonds de l'Union européenne, plus ceux des États membres, plus ceux de toutes les banques de développement comme la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la KfW, donc toutes les banques de développement européennes, mais aussi le secteur privé. Donc nous comptons beaucoup sur le secteur privé pour lever des investissements dans ces secteurs qui sont transformateurs, qui vont amener un impact dans la transformation des économies africaines. Et en Côte d'Ivoire, en effet, énergie renouvelable, on pourra y revenir, agriculture durable comme le cacao et formation professionnelle. Alors, vous disiez à l'instant que plus de la moitié du budget du Global Gateway est affecté à l'Afrique. Est-ce qu'on pourrait en savoir les motivations? En fait, nous nous rendons évidemment compte que c'est basé aussi sur les besoins. On voit souvent en Afrique, en termes d'accès à l'électricité ou d'accès aux services numériques, ils sont peut-être en dessous de ce qu'on peut observer en Asie ou en Amérique latine. Donc c'est clair et aussi en termes démographiques, il y a une croissance de la population qui est plus explosive. Donc on sait bien qu'il y aura plus de besoins dans le futur. Donc c'est pour ça que nous avons décidé que voilà la moitié, disons, de ce Global Gateway sera pour l'Afrique. Vous parlez d'énergie, effectivement.
l'initiative a réalisé une centrale, notamment la centrale solaire à Bundiali. C'était le 3 avril dernier. Est-ce qu'on pourrait savoir le coût de cette réalisation et quelles pourraient être les implications, alors les avantages sur l'économie ivoirienne? Oui, donc c'était en effet, j'ai eu le plaisir d'inaugurer le 3 avril avec en présence du Premier ministre et plusieurs ministres et mon collègue ambassadeur d'Allemagne et aussi des collègues qui sont venus de Bruxelles et d'Allemagne exprès de haut niveau pour cette inauguration qui est la première centrale solaire de Côte d'Ivoire. Ça démontre l'engagement aussi de la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'énergie renouvelable, de réduire aussi ses émissions à effet de serre, émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous étions extrêmement satisfaits. Donc, le coût était de 37 millions d'euros avec un équivalent de 37 mégawatts, donc en termes de puissance produite. Et ça va bénéficier 150 000 personnes qui vont bénéficier donc d'énergie propre et aussi à un coût acceptable. En termes d'emploi? En termes d'emploi, en fait, il y a pendant la phase de construction, je pense que peut-être c'était autour de 500 personnes, à voir exactement pendant la phase de construction de la centrale. Et puis après, évidemment, c'est plus en fait l'emploi direct qui peut être généré par toute la transformation de l'économie que l'accès à l'énergie amène, parce qu'on peut avoir des biens, on peut produire des produits agricoles, mais pour transformer je parle par exemple en jus ou en confiture, il faut de l'énergie, il faut avoir des systèmes mécanisés. Donc tous ces emplois vont être directement issus de l'accès à cette énergie. C'est une façon de mettre l'Afrique déjà sur la voie de l'industrialisation. Absolument. L'accès à l'énergie, c'est vraiment un facteur déterminant pour la transformation économique et l'industrialisation. Justement, l'Afrique est le continent le plus chaud parce que arrosé naturellement par le soleil. L'Afrique regorge donc de ce qu'on pourrait appeler, qu'on appelle l'énergie solaire. Quelle est la politique de l'Union européenne pour justement aider l'Afrique à partir de cette énergie solaire pour s'industrialiser? Oui, mais c'est ce que je dis en fait. Bundiali, c'était la première centrale solaire, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons d'autres programmes, d'autres projets. Cerebou, là aussi, avec un cofinancement avec l'Allemagne pour une centrale à énergie renouvelable. Et puis aussi dans l'hydraulique et combiné avec le solaire dans un projet qui s'appelle Wasuna, qui va être développé aussi avec l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement et les Allemands, tous ensemble, donc en format équipe Europe. Donc, l'énergie hydroélectrique et l'énergie solaire sont vraiment des ressources avec un grand potentiel en Côte d'Ivoire que nous allons développer de plus en plus. Est-ce que cette disposition de l'Afrique, cette disposition naturelle d'avoir le soleil, pourrait être la solution mondiale dans la transition écologique aujourd'hui? Oui, en fait, il faudra toujours voir, il y a deux moyens en fait de produire l'énergie. Un, c'est on se rattache au réseau quand c'est possible, quand ce sont des lieux qui sont facilement après accessibles et on peut faire des accès qui vont se rattacher au réseau national. Mais en fait, avec le solaire, on peut faire beaucoup d'installations qui vont être off-grid, comme on dit, en fait, en dehors du réseau, et donc qui peuvent être même dans des villages extrêmement reculés. Donc c'est vrai que l'énergie solaire peut constituer vraiment une solution d'accès à l'électricité pour beaucoup de populations qui vivent dans des zones plus reculées. D'accord. Nous parlons à présent sécurité. Le président du Conseil européen, Charles Michel, était récemment en Côte d'Ivoire. Il a tenu une conférence de presse et devant des confrères et il a encouragé la Côte d'Ivoire dans sa politique de stabilité et de sécurité de la sous-région. Quelle est l'orientation justement que l'Union européenne apporte à la Côte d'Ivoire dans le maintien de la sécurité de la sous-région? Oui. Alors, déjà par rapport à la Côte d'Ivoire, déjà depuis 2019-2020, en fait, quand cette montée de la menace djihadiste s'est fait plus évidente, l'Union européenne, donc nous avons développé, en partenariat évidemment avec les autorités, des programmes en appui et aux forces armées de Côte d'Ivoire, mais aussi à la gendarmerie nationale, notamment dans le nord du pays. Nous avons plusieurs programmes dans ce sens, donc nous renforçons les capacités, nous les équipons, nous réhabilitons parfois des infrastructures comme des gendarmeries. J'ai visité moi-même ces zones
et nous luttons aussi contre l'orpaillage illégal, qui est souvent une source en fait de financement aussi des terroristes. Mais nous combinons, comme les autorités, nous avons une approche intégrée, donc nous pensons vraiment que ce n'est pas seulement une approche sécuritaire qui doit être faite, mais aussi une approche socio-économique, donc d'offrir des opportunités d'emploi dans l'agriculture, dans le secteur par exemple de l'anacarde, qui est un secteur de production dans le nord, ou bien comme évidemment l'énergie, Bundiali c'est aussi dans le nord, de dialogue aussi, de cohésion nationale pour éviter la radicalisation notamment des jeunes. Donc nous appuyons énormément, et puis nous appuyons aussi l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui est située à Jacquesville. Nous avons un programme d'appui sur ça, et l'Union européenne, c'est ça que le président Charles Michel aussi a annoncé au président, son Excellence Monsieur Ouattara, a annoncé une nouvelle initiative européenne qui est vraiment avec tous les États membres, qui vise à renforcer en fait les capacités et donc qui va identifier les besoins à la gendarmerie, à la police ou chez les militaires pour encore plus se renforcer en termes d'équipement, en termes de formation. Et donc c'est une mission PSDC comme on l'appelle, propre à l'Union européenne, et donc tous les États membres vont aussi appuyer et contribuer à cette mission. Donc nous avons vraiment une approche très intégrée et très intense autour de la sécurité. Avant de passer la parole à Ivan, la question sécuritaire est primordiale aujourd'hui? Oui, nous pensons en fait ce que nous observons, c'est que grâce aussi aux dispositifs mis en place par les autorités ivoiriennes, il n'y a pas eu d'attaque de terroristes en proprement dire depuis janvier 2021. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais la menace est toujours là. Il ne faut pas évidemment baisser la garde, et surtout en sachant ce qui se passe dans les autres pays frontaliers, le Burkina Faso, le Mali, où la situation sécuritaire est très détériorée. Donc nous gardons évidemment un niveau d'attention très élevé, et nous travaillons aussi avec les autres pays du Golfe de Guinée, comme le Ghana, le Bénin, le Togo, pour les aider dans leur lutte contre le terrorisme dans le septentrion de leur pays. Pour abonder dans le même sens, Son Excellence, la sécurité dans la sous-région, c'est un grand défi. Les assauts terroristes continuent d'endeuiller les familles. L'Union européenne a-t-elle une politique de coopération, de sécurité qui couvre toute la sous-région? Oui. Alors justement, dans le passé, évidemment, nous avions aussi beaucoup de coopération avec les pays sahéliens, les trois notamment, Burkina Faso, Mali et Niger. Bon, depuis évidemment la prise par le pouvoir par les juntes militaires, voilà, ils ont aussi changé leur vision, et nous avons dû aussi fermer certaines de ces missions, de ces appuis. Et puis c'est très difficile, de façon très franche, de continuer à former des militaires qui, par après, seront amenés à combattre peut-être avec des forces mercenaires qui ne respectent pas les droits humains de la même façon que nous ou que nous préconisons. Donc c'est très difficile de continuer dans ce sens. Mais voilà, nous espérons quand même que, par exemple, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, on espère qu'on puisse quand même continuer à former notamment la partie judiciaire ou la partie policière pour lutter contre le terrorisme de manière efficace pour tous les pays de la sous-région. Et comme je disais, nous avons cette initiative qui couvre les autres pays du Golfe de Guinée, donc le Ghana, le Bénin, le Togo, qui vont bénéficier d'appuis comme la Côte d'Ivoire pour la lutte contre le terrorisme. Excellence, l'immigration est d'actualité. Nombreux sont les jeunes Africains qui meurent sur la route de l'immigration, notamment dans la Méditerranée. Quel est le regard de l'Union européenne sur cette tragédie? Oui. Alors, l'Union européenne est, je pense, très très claire sur le fait que absolument nous voulons éviter à tout prix qu'il y ait des morts, que ce soit sur les routes qui mènent vers l'Europe, donc dans le Sahara, dans le désert, ou dans la mer Méditerranée, qui devient vraiment une espèce de cimetière à ciel ouvert. C'est absolument contre toutes les valeurs universelles que nous préconisons de respect des droits humains. C'est pour ça que nous nous attelons à combattre le trafic
de migrants, le trafic d'êtres humains, en combattant en fait les organisations criminelles qui sont derrière, les passeurs, et qui font en fait croire qu'il y a que c'est voilà des possibilités et que c'est si simple de voilà d'arriver, et finalement ce sont avec des bateaux qui sont extrêmement précaires qu'ils laissent partir ces jeunes. Donc ce n'est pas du tout dans ce sens que nous voyons la question migratoire. Il faut savoir que dans l'Union européenne, tous les ans, nous avons plus que 3 millions de migrants réguliers qui peuvent entrer et travailler dans l'Union européenne avec un visa ou un permis de séjour régulier, et seulement, disons, 300 000 qui sont plutôt des migrants irréguliers. Mais on se focalise beaucoup sur ce chiffre de 300 000, mais voilà, il faut savoir que 3 millions ont le droit tous les ans de travailler. Donc nous voulons faire en sorte que de toute façon, ceux qui ont le droit à l'exil, de ceux qui sont voilà, ont le droit à être réfugiés, seront protégés, parce que l'Union européenne protège les personnes qui sont en droit. Mais c'est simplement évidemment ceux qui sont en situation irrégulière que nous encourageons à retourner dans leur pays d'origine, et nous travaillons avec les autorités ivoiriennes dans ce sens, qui ont déjà fait aussi beaucoup d'efforts pour rapatrier par exemple des migrants en détresse en Tunisie, quand c'était le cas, ou du Niger par ailleurs. Dans le même sens, Excellence, comment très concrètement l'Union européenne accompagne-t-elle la Côte d'Ivoire dans le cas de l'immigration des jeunes Ivoiriens vers l'Occident? Oui, donc justement nous avons plusieurs programmes qui visent à plusieurs choses. Donc évidemment nous travaillons avec les forces de sécurité intérieure déjà au niveau des frontières, pour sécuriser les frontières. Nous avons travaillé dans le passé dans les postes frontières de la Côte d'Ivoire. Nous travaillons aussi sur la question de la fraude documentaire. Nous allons travailler encore plus sur la question de la fraude documentaire, parce que c'est vrai que souvent les migrants qui arrivent en Europe se déclarent ivoiriens, mais ils sont présumés ivoiriens, et finalement quand on va identifier, il y en a finalement très peu qui sont vraiment peut-être des vrais ivoiriens, ou en tout cas ils ont avec eux ou pas des documents qui sont en fait des faux vrais, parce qu'il y a un problème de fraude documentaire que le ministère de l'Intérieur va s'attaquer, et nous allons l'accompagner dans ce domaine. Donc ça, c'est plutôt le volet, disons, de contrôle. Mais nous avons aussi beaucoup de programmes quand les migrants reviennent, de réintégration dans la vie économique et sociale du pays, en leur offrant des possibilités pour créer leur petite entreprise ou de terminer leur formation. Donc il y a tout un volet. Nous travaillons beaucoup avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Nous avons des projets avec eux. Et puis nous avons aussi des projets de migration circulaire. Donc là dernièrement, nous avons toute une série d'entrepreneurs qui sont partis en Belgique, qui vont se faire former en Belgique et qui vont revenir en Côte d'Ivoire avec des compétences accrues, et qui vont travailler, qui vont les mettre à profit. Donc nous avons vraiment toute la panoplie, et nous allons travailler aussi de plus en plus sur l'état civil, sur la question de l'identité pour permettre voilà, d'avoir des cartes d'identité, qu'elles soient digitales ou numériques. Voilà, donc nous travaillons sur beaucoup de volets dans le secteur. Et nous allons faire aussi beaucoup de campagnes en termes aussi pour la jeunesse, pour leur montrer pas seulement les dangers de partir, mais aussi toutes les opportunités que la Côte d'Ivoire offre à sa jeunesse pour s'épanouir ici. Ces campagnes, comment est-ce qu'elles sont dirigées? Donc on va les développer, on ne les a pas encore commencées, mais on va vraiment les diriger vers la jeunesse. J'imagine que vous allez vous accentuer sur les opportunités locales. C'est ça que je voudrais vraiment accentuer, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités de financement. Nous avons aussi des programmes de financement des petites et moyennes entreprises, des opportunités de suivi, de formation professionnelle. Donc nous allons informer tous les jeunes autour de ces opportunités, pour qu'ils sachent que voilà, la croissance à 7%, elle est ici, elle n'est pas en Europe. Alors, Excellence, l'éducation et la formation professionnelle sont au cœur des projets de société des pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays africains, a une population très jeune, une jeunesse qui est au cœur des préoccupations du gouvernement ivoirien, notamment la formation. Comment est-ce que l'Union européenne oriente-t-elle cette préoccupation? Est-ce qu'elle dégage une enveloppe pour la formation de ces jeunes? Oui.
Oui, alors tout d'abord, la jeunesse, c'est clairement une préoccupation puisque 75% en fait de la population en Côte d'Ivoire est jeune. C'est vrai pour beaucoup d'autres pays d'Afrique, donc c'est clair qu'on ne peut pas ne pas faire des programmes qui visent à la jeunesse. Et justement récemment, notamment à la fête de l'Europe que j'ai eu le plaisir d'organiser le 16 mai passé, nous avons lancé notre nouvelle campagne jeunesse et nous avons lancé aussi un groupe consultatif de jeunes, de 21 jeunes de partout de Côte d'Ivoire avec qui nous voulons travailler et co-créer des programmes justement ensemble avec eux en prenant en compte leurs préoccupations. Et une de ces préoccupations, c'est évidemment la formation professionnelle et nous avons toute une panoplie de programmes que je peux expliquer autour de la formation professionnelle. Déjà depuis 2012, nous sommes présents dans ce secteur. La formation professionnelle est très importante quand on sait qu'elle participe à qualifier des valeurs locales. Dans quel secteur vous agissez? Oui, donc en fait, depuis 2012, nous étions tout d'abord présents dans l'institutionnel. Donc nous avons en fait renforcé beaucoup les instituts de formation de l'État, donc en renforçant les formateurs. Nous avons réhabilité même certains centres de formation, Jacquesville, San Pedro. Mais donc tout dernièrement, nous travaillons plus aussi avec le secteur privé pour voir quels sont les besoins et où on devrait former, dans quel secteur. Alors évidemment, il y a la mécanique industrielle qui est ressortie comme un secteur important puisque la Côte d'Ivoire se développe, s'industrialise, donc c'est important d'avoir des mécaniciens et des mécaniciennes. Et aussi beaucoup dans le secteur digital, donc le coding, tout ce qui a à faire avec voilà, le traitement de données, la programmation. Donc ça, nous avons des programmes dédiés. Et notamment au lycée sectoriel professionnel de Yopougon, nous avons lancé récemment ces programmes. Avec le Orange Digital Center d'Abidjan aussi, nous avons lancé des projets plus dans le numérique et notamment aussi dans le secteur innovant de l'agriculture. Donc voilà un peu tous les secteurs dans lesquels nous sommes présents. Et dans l'énergie aussi, nous allons voilà, former des jeunes. Alors vous touchez des secteurs que Orange Corner de la Suisse également touche. Est-ce qu'il n'y a pas ce rapprochement des activités? Orange Corner de la Suisse. Oui, en fait, on se coordonne. Nous avons des groupes aussi entre bailleurs de coordination. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et oui, on se coordonne aussi pour soit être complémentaires ou être dans d'autres secteurs. D'accord. Excellence, l'éducation de la jeune fille ivoirienne et l'alphabétisation sont parmi les grands défis du ministère de l'Éducation en Côte d'Ivoire. Des actions sont-elles menées dans ce sens, surtout que l'Union européenne prévoit de porter à au moins 10% ses dépenses dans le secteur de l'éducation d'ici 2027? Oui, en effet, nous avons cette cible de 10% qui a été définie par notre commissaire, Jutta Urpilainen, très fortement voulue par elle, et qui en fait inclut ce que nous allons penser dans l'éducation, mais aussi dans la formation professionnelle. Donc les deux, ça rentre dans les deux. Et nous poussons beaucoup justement pour cette égalité de genre et pour que les jeunes filles puissent continuer à aller à l'école. Et notamment, nous nous attaquons via des projets à la question des grossesses précoces qui en milieu scolaire notamment, qu'il faut que souvent la jeune fille doit arrêter. Mais finalement, il n'y a pas raison d'arrêter. Elle peut poursuivre par après ses études. Donc, nous sommes beaucoup dans cette démarche. Et puis aussi, en général, sur les violences basées sur le genre, parce que, voilà, parfois, c'est aussi une raison pour laquelle les filles se sentent plus menacées et ne veulent peut-être pas poursuivre leurs études au-delà de la violence, évidemment, domestique. Donc, nous avons des programmes dédiés. Et en Côte d'Ivoire, nous pensons que nous allons atteindre les 10%. Excellence, la Côte d'Ivoire, et nous parlons agriculture, la Côte d'Ivoire est le premier fournisseur de cacao de l'Union européenne. Le pays a reçu un soutien technique et financier fin 2023 de la Banque européenne d'investissement, donc au-delà de plus de 600 milliards de francs CFA. Alors, dites-nous, quelle est la place accordée à l'industrialisation du cacao aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Oui, alors l'Union européenne s'attaque énormément à la durabilité déjà du secteur, durabilité économique, donc en renforçant les coopératives justement pour qu'elles puissent obtenir déjà un revenu décent.
mais aussi pour qu'elle ne s'arrête pas simplement à la production de fèves brutes, mais pour qu'elle puisse avancer dans au moins la première transformation, qui est la transformation dans la masse. Et ça va dans le processus d'industrialisation, évidemment, et dans l'augmentation des chaînes de valeur, mais aussi dans tous les aspects environnementaux, donc évidemment arrêter, stopper la déforestation qui a été une grosse cause, en fait, qui était causée par l'expansion du cacao dans les années précédentes, et maintenant on essaie de l'arrêter. Et aussi les aspects sociaux liés à la question du travail des enfants. Donc nous sommes très engagés dans le secteur cacao. Nous avons des nouvelles règles européennes, le règlement zéro déforestation, qui va faire que le cacao qui va entrer en Europe doit démontrer que qu'il respecte ces critères, il doit être légal et il doit ne pas être issu de la déforestation. Mais donc dans tout ça, nous encourageons aussi via des financements aux PME, via nos banques, à une transformation du secteur. Donc comme je disais, aller plus vers la chaîne de valeur et ne pas s'arrêter à l'exportation brute des fèves. Excellence, la Côte d'Ivoire produit également le café, l'EVA, l'anacade. L'Union européenne facilite-t-elle l'écoulement de ces productions sur le marché européen? Oui. Alors, en manière de base, grâce à l'accord de partenariat économique, tous les produits ivoiriens entrent dans l'Union européenne sans frais de douane. Donc ça, c'est vrai pour le cacao, mais aussi pour ce que vous avez cité, café, anacarde, EVA. L'EVA, en plus, comme le café, est aussi sujet à ce règlement zéro déforestation. Donc, il y a là aussi la question de la traçabilité. Et nous allons, justement, nous sommes déjà commencé à pencher sur ces autres chaînes de valeur pour faire en sorte que la traçabilité soit effective et qu'on puisse démontrer que ces produits ne viennent pas de zones déforestées. Nous parlions tout à l'heure de la formation professionnelle. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis son accession à l'indépendance d'écoles de formation en agriculture. Ces étudiants peuvent-ils bénéficier de bourses de l'Union européenne? Alors, en termes de bourses spécifiques pour l'agriculture, il faudrait en effet voir si c'est le cas. Nous avons évidemment tout un système d'échange avec les étudiants que vous connaissez peut-être, qui est Erasmus+, et qui est possible dans beaucoup de secteurs. Donc, si c'est l'agriculture qui est un peu prônée comme un des secteurs prioritaires, évidemment que c'est possible de faire des échanges. Nous faisons régulièrement des séances d'information dans les universités par rapport à Erasmus, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui envoie beaucoup d'étudiants dans ce mécanisme ou même d'enseignants, parce que c'est aussi pour les enseignants. Et donc, on veut vraiment encourager et améliorer les chiffres pour la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait plus d'échanges dans ce sens. Nous parlons commerce à présent. Comment se présente la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne? Alors, la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance parce que la Côte d'Ivoire est en surplus commercial par rapport à l'Union européenne. Donc, elle exporte plus que ce qu'elle n'importe. Donc, elle exporte essentiellement du cacao, évidemment, des hydrocarbures et de l'or. Et elle importe essentiellement des équipements et des machines. Excellence, vous venez de citer le cacao et tout, mais quels sont vraiment les produits phares de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire exporte vers l'Union européenne? Oui, en fait, 67% des exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne, c'est le cacao. Et puis, nous avons évidemment la banane aussi, les mangues, d'autres produits, des fruits exotiques et les hydrocarbures, parce que la Côte d'Ivoire devient aussi un producteur de gaz et pétrole. Enfin, le gaz, c'est plutôt pour la consommation intérieure, mais le pétrole est de plus en plus exporté. Et l'or, avec aussi de nouveaux gisements d'or qui ont été découverts. Excellence, entre 2010 et 2020, les exportations ivoiriennes vers l'Union européenne sont passées de 3 milliards d'euros à 4,2 milliards d'euros. Les importations de la Côte d'Ivoire depuis l'Union européenne passées de 1,6 milliard à 2,8 milliards d'euros. Quel commentaire faites-vous de ces chiffres croissants de ces échanges? En fait, je pense vraiment que c'est le résultat de l'APE, donc le fait d'avoir depuis 2008 cet accord qui permet la libre circulation des biens, fait aussi qu'il y ait aussi plus d'investissements européens je vous ai dit déjà, l'Union européenne est le premier investisseur et qui donc développe des produits qui sont produits ici
et qui, grâce à leur lien aussi avec l'Europe, sont après envoyés vers l'Union européenne. Donc je pense que c'est une excellente chose que de voir que les flux augmentent et plus on avance et plus les flux vont augmenter, nous pensons. Excellence, nous abordons à présent le volet culture, sport et religion. La Côte d'Ivoire organise le MASA, le marché des arts africains, le marché africain des arts et des spectacles. Elle a récemment organisé la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Deux grands événements culturels et sportifs. L'Union européenne accompagne-t-elle tous ces événements? Déjà, évidemment, je voudrais encore une fois féliciter la Côte d'Ivoire pour la magnifique victoire de la CAN. J'étais ravie, j'ai suivi moi-même évidemment beaucoup de tous les matchs de la Côte d'Ivoire. Nous avons en effet appuyé ce grand événement parce que nous voulions vraiment être aux côtés de la population et nous avions créé un grand village à la Palmeraie, dans lequel nous avions donc mis en place un grand écran et c'était une entrée gratuite pour toute la population pour voir tous les matchs de la CAN. Je suis passée plusieurs fois, c'était un endroit très très joyeux et voilà où les gens se sont beaucoup amusés, et beaucoup aussi de cohésion autour de la CAN. Donc nous avons appuyé en effet cet événement. Et puis aussi le MASA, nous avons été un des partenaires du MASA parce que là aussi nous avions un village à Koumassi qui était là pour faire bénéficier à la population en fait plus de cet événement puisqu'il s'est aussi décentralisé, il n'était pas seulement au Palais de la Culture, mais nous avions aussi un stand. Donc nous sommes très fiers en fait de promouvoir un peu cette diplomatie culturelle qui nous fait rapprocher avec les communautés, les populations. Nous pensons que c'est important aussi de connaître et de se faire connaître via ces grands événements. Excellence, est-ce que l'Union européenne intervient-elle dans les questions religieuses, notamment chrétiennes en Côte d'Ivoire? Alors, en termes de religion, l'Union européenne prône vraiment la liberté de croyance et de religion. C'est vraiment une valeur. Nous avons même un envoyé spécial dédié pour ça, pour que justement, dans les pays où c'est plus difficile, pour que tout le monde puisse librement professer sa foi. En Côte d'Ivoire, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est vraiment un pays où les religions coexistent d'une manière extrêmement pacifique. Je pense que c'est vraiment un modèle pour beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique. Moi-même, j'ai beaucoup de collègues avec justement des couples de religions différentes. Nous l'avons vu récemment avec le carême et le ramadan qui étaient en même temps. Et je trouvais ça extrêmement, vraiment très positif de voir que les uns et les autres allaient aux cérémonies des uns et des autres. Moi j'ai participé à plusieurs ruptures d'iftar. Moi-même, je suis, disons, issue plutôt de religion chrétienne, mais j'ai participé et je trouve que cette coexistence est exemplaire. Et donc, c'est ça que nous prenons. Et peut-être par rapport à la menace djihadiste, donc nous avons travaillé dans le passé avec les imams, justement, contre ce djihadisme, extrémisme violent, donc contre les extrémismes violents, pour sensibiliser et nous avons trouvé dans le COSIM vraiment un partenaire privilégié dans ce sens. Donc voilà, je suis vraiment très positive par rapport à la coexistence ici en Côte d'Ivoire. Excellence, le sport et la culture sont des facteurs de rapprochement des consciences des peuples. La diplomatie sportive et culturelle, quelle place dans la coopération avec les pays? C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons évidemment surfé la vague de la CAN pour faire de la diplomatie sportive, en appuyant, évidemment, soutenant les éléphants, en étant présent à tous les matchs, en développant donc en appuyant ce village spécifique à la Palmeraie pour la population. Même chose pour la culture, hein, dès qu'on peut, on appuie les différents festivals de culture, des expositions. L'année passée, nous avions fait une exposition justement autour de culture, d'une campagne culture-forêt avec des jeunes photographes. Pour leur demander quel était leur ressenti par rapport à la préservation des forêts. Cette année, avec l'INSAC, nous avons lancé des concours autour de la sculpture et des vidéos.
Donc, nous sommes vraiment très ancrés dans le développement artistique qui est aussi très riche ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est aussi une diversité culinaire. Vous connaissez la tiki, la loco? Absolument. Oui, évidemment, je les connais, je les apprécie beaucoup. Et en dehors de la loco, la tiki, qu'est-ce que vous aimez? Alors, pain brochette. Ah, ouais. Mon fils adore et il m'a fait goûter et en effet, c'est très bon. Voilà. Une question à poser dans ce sens. On a un plat ici qu'on affectionne tous, c'est notre garba national. Vous l'avez goûté aussi? Oui, je l'ai goûté, oui. C'est fait avec du thon. Oui. Comment? Avec du thon. Oui, oui, c'est avec le thon. Oui. Oui, je l'ai goûté 1 ou 2 fois, mais je pourrais le goûter plus. Ah oui. Oui, oui. Mais en tout cas, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est toute la partie textile et de la mode, etc. Donc voilà, je porte un petit pagne. Oui, c'est voilà. un pagne du nord de la Côte d'Ivoire. Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Voilà. Excellence, nous avons été très, très heureux, très honorés de vous recevoir sur le plateau de Elview. Vous aurez un mot de fin à dire à nos téléspectateurs? En fait, je voudrais vraiment vous remercier pour cette interview qui m'a permis de vous faire mieux connaître en fait l'action de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, mais plus amplement aussi en Afrique. Et vraiment, bravo pour l'émission et merci beaucoup encore de l'invitation. Merci, c'est nous qui sommes très honorés. Amis téléspectateurs, nous avons été très heureux et très honorés de recevoir sur le plateau de Elview son Excellence Francesca Di Mauro, qui est l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit, c'est une Africaine pour avoir fait beaucoup de pays africains. Nous avons été très heureux donc de la recevoir et d'échanger avec elle autour de l'Union européenne, de la coopération avec la Côte d'Ivoire. Excellence, merci infiniment et surtout bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci. Au revoir.